Merci à toutes et tous de participer à ce webinaire sur le sujet de la réutilisation des eaux usées traitées. On va se poser la question si c'est une solution, on va dire, qui est pérenne, d'avenir. Tout d'abord, je tiens à dire que ce webinaire n'existerait pas si vous n'étiez pas inscrit déjà, donc merci infiniment d'être présent. Et aussi, il n'existerait pas sans l'aide de nos financeurs, donc je me suis permis de les mettre ici. On est financé par l'Agence de l'eau et la région Centre-Val de Loire. Et donc, c'est aussi eux qui vous offrent accès à cette connaissance. Alors, je suis Wendy Grover, je suis coordinatrice eau et climat à FNE Centre-Val de Loire. FNE Centre-Val de Loire, c'est une fédération d'associations de protection de la nature où on travaille sur différents sujets, et notamment la thématique de l'eau, c'est dans le cadre de mon travail. Et j'organise notamment ce webinaire dans le cadre des missions de coordination du réseau eau. On a un réseau eau qui est un réseau de bénévoles qui est constitué des bénévoles de nos associations membres, vu qu'on est une fédération. Et ceux-ci ils se réunissent régulièrement pour échanger sur la problématique de l'eau, sur les questions de l'eau, pour représenter la voix de la nature dans les instances locales. Et justement, ils ont aussi un but d'accroître une culture commune, d'accroissement d'une culture commune. C'est pour ça qu'on organise tous les ans des séminaires et des webinaires, et comme celui qui a lieu donc aujourd'hui. C'est par leur existence aussi et par le choix des sujets qu'ils font que on a développé ce sujet-là. Et autre élément important par rapport à la réutilisation des eaux usées traitées, euh, euh, c'est que on a aussi organisé ce webinaire dans le cadre d'un plaidoyer qu'on vient de développer, on vient de sortir récemment sur la réutilisation des eaux usées traitées. Et donc, je vais aussi vous présenter tout au long de ce webinaire des éléments liés à ce plaidoyer-là. Et c'est pour ça aussi que c'est moi qui vais intervenir aujourd'hui, parce que généralement, vous êtes peut-être habitués à certains de nos webinaires où ce sont des personnes extérieures qui sont invitées à intervenir. Là, vu que c'est aussi pour présenter de la connaissance et quelques positionnements qu'on voulait avoir, généralement la documentation, la littérature autour de la réutilisation des eaux usées traitées est peut-être parfois un petit peu moins critique que ce que je vais l'être aujourd'hui. Euh, et du coup, c'est pour ça que donc je vais animer ce webinaire. Voilà. Petit point organisation quand même. Deux petits éléments. J'ai coupé à tous vos micros, donc si jamais vous voulez parler, il faudra le réactiver. Aussi, vous pouvez couper vos caméras via cette petite image-là, sachant que le webinaire est enregistré. Vous avez sûrement eu l'alerte en vous connectant. Donc, pareil, ça peut peut-être jouer pour vous, selon le fait de vouloir être vu ou pas, parce qu'il sera retransmis sur notre chaîne YouTube. Et si vous voulez intervenir, je vous invite à utiliser la petite réaction pour lever la main ou alors poser des questions dans le chat. Je les regarderai à la fin de l'intervention dans tous les cas. Donc voilà, à la fin de l'intervention, n'hésitez pas à lever la main ou à avoir posé des questions tout du long et j'y répondrai au fur et à mesure. Vous serez tout à fait invité à participer à la fin de ma présentation de toute façon. Aussi, vous recevrez à la fin de la présentation, dans quelques jours, le replay de ce webinaire. N'hésitez pas, si vous avez encore besoin de vous repencher dessus ou de le partager, vous pourrez. Et vous recevrez bien sûr les PowerPoint. Donc, on va parler un petit peu donc, de la réutilisation des eaux usées traitées, mais je vais commencer en présentant un peu de contexte de l'enjeu de l'eau en France et pourquoi la réutilisation des eaux usées traitées existe. Et je vais ensuite présenter ce dont il s'agit. Je vais parler de la faisabilité technique et financière des projets de réutilisation. Je présenterai l'exemple d'un projet régional, celui de Vierzon, qui ont eu la très grande gentillesse de nous partager des éléments liés à leur projet et donc qui ne pouvaient pas intervenir aujourd'hui, mais donc je présenterai leurs études de faisabilité. Et enfin, je parlerai un peu plus des positions liées au projet. Là, liées au plaidoyer, pardon. Alors, un petit peu de contexte. Euh, la consommation d'eau potable en France, peut-être que déjà vous ne le savez pas, donc je vais repartir d'une base assez générale, mais lorsqu'on ouvre notre robinet et qu'on a accès à de l'eau potable, généralement elle a été captée soit dans une nappe souterraine, soit dans un cours d'eau ou dans un lac. La majorité des eaux sont captées en nappe, et aussi c'est le cas de la majorité des eaux dans la région, Centre-Val de Loire. Et une grosse partie de ces eaux captées est dédiée donc à la production d'eau potable. Je vous ai mis ici 26%. Les chiffres qu'il y a ici ils datent à peu près de 2019.
mais ça n'a pas forcément beaucoup évolué. Et on estime que sur ces 26%, il y en a deux tiers donc de l'eau potable qui sont consommés par les ménages et qui en a un tiers qui sont consommés par on va dire les municipalités, les services publics, les entreprises locales, les administrations, les piscines, etc. Et tout ça, ça représente une quantité d'eau pas négligeable, ça représente 5,3 milliards de mètres cubes par an qui sont donc prélevés pour l'eau potable. Et on peut donc se demander d'où vient cette eau potable, où est-ce qu'elle va. Et en fait, pour revenir un petit peu sur les bases, euh, l'eau potable, quand vous allumez votre robinet, il y a tout un circuit qui se met en place. Et en fait, on vous rend tout un tas une série de services, on va dire. On va capter de l'eau dans une nappe souterraine. On va donc la pomper, la rendre potable, par exemple par la désinfection, etc. On va la stocker pour pouvoir la livrer dans les habitations, dans les industries selon les besoins. Et ensuite, une fois qu'elle aura été donc consommée par tous les habitants, tous les usagers, ça va devenir de l'eau usée qui va arriver dans la station d'épuration. Celle-ci est traitée et elle ressort euh, traitée dans le milieu, dans les écosystèmes. Généralement en région, c'est dans les cours d'eau. Donc là, le schéma est assez représentatif. Ce cycle-là que je vous montre, on appelle ça le petit cycle de l'eau. Et il est tout à fait en lien avec le grand cycle de l'eau, qui est en fait le cycle que vous apprenez souvent à l'école. Il pleut parce qu'il y a eu de l'évaporation, des nuages se sont formés, ils se sont condensés à un endroit qui a créé de la pluie, et donc des cours d'eau, ainsi de suite. Ça, c'est plus le grand cycle de l'eau. Mais ces deux cycles-là sont tout à fait interconnectés, interdépendants maintenant. Et c'est un élément important, c'est pour ça que je me permets de le dire et on reviendra dessus plus tard. Il faut savoir, petit détail intéressant, qu'il y a environ 900 000 km de canalisation en France métropolitaine. Donc, sous nos pieds, il y a un grand, grand réseau et ça a beaucoup d'enjeux. Euh, le but, en général, des traitements à la fin, donc la station d'épuration, c'est de rendre au milieu une eau qu'on considérerait en bon état pour assurer un bon état des cours d'eau. Donc voilà. Hop là. Et tout ça, ça a un coût, vu que, comme je l'ai dit, on a rendu une série de services, on va dire. On paye pas l'eau en tant que telle, l'eau c'est un bien commun, mais on paye les services pour faire en sorte que cette eau vous soit distribuée ou soit dépolluée, et ainsi de suite. Et donc, ces coûts-là, vous les avez sur votre facture d'eau qui, pour faire grossièrement, elle est divisée un peu en trois. Elle est divisée sur l'aspect distribution de l'eau potable. Ça inclut l'abonnement, la location du compteur, la consommation calculée en fonction de votre relevé. Il y a aussi une partie donc, qui liée... Pardon, pardon. Il y a une partie aussi reliée donc, aux eaux usées qui sont donc traitées. Ça inclut aussi l'abonnement, ça inclut le traitement qui est calculé en fonction de votre consommation. Et enfin, il y a une troisième partie, je vous le présente là parce que pareil, c'est un enjeu assez intéressant. Il y a une troisième partie qui est liée aux redevances et aux taxes. Les redevances, principalement, elles vont arriver dans des établissements qui permettent d'entretenir, de financer certains objectifs, certains travaux, projets, etc., qui vont réussir à atteindre ce bon état des eaux qu'on a dit juste avant. Ces établissements, c'est principalement donc les agences de l'eau. Euh, et donc, c'est par ce biais-là qu'elles sont financées en majorité. Elles ne sont pas financées que par votre facture, mais là, j'illustrais sur votre cas, sur un cas concret chez nous, enfin sur un cas individuel. Et donc, en France, le prix de l'eau, il varie assez fortement, il varie du simple au double selon les communes. En 2023, le prix d'un mètre cube d'eau en moyenne, c'était 4,52 € avec une part plus importante dédiée à l'assainissement collectif, donc la station d'épuration. En région, c'est à peu près le même taux. On est à 2 centimes de plus d'euros par mètre cube. Et il faut savoir qu'en moyenne, ce sont les canalisations qui coûtent le plus cher par rapport au traitement aux usines, etc. Je vous ai dit, il y en a quand même 900 000 km, donc c'est pas négligeable. Et donc, maintenant que vous avez quelques petits éléments intéressants, on va parler du principe et du fonctionnement de la réutilisation des eaux usées traitées. Je vais revenir sur le petit schéma ici, il est vraiment intéressant. Je l'ai un petit peu grossi parce qu'on va y ajouter quelques éléments. Bon ben, en quoi consiste la réutilisation des eaux usées traitées? Ça consiste au fait qu'on va mettre en place un circuit alternatif en sortie de la station d'épuration on va détourner une partie de l'eau qui allait être rejetée dans le milieu pour la mettre dans un nouveau traitement
Et dans ce nouveau traitement, on va y appliquer donc des nouveaux traitements qui vont être liés à certaines normes que je vous présenterai juste après. Et on va aussi stocker l'eau qui est issue de la réutilisation enfin, du nouveau traitement, pardon. Pourquoi on la stocke? C'est parce qu'en général, la réutilisation des eaux usées traitées ne nécessite pas un travail en continu. Donc en fait, généralement, l'immense majorité des cas, c'est de remplir une cuve, on va dire, et de remplir ensuite des camions d'hydrocurage, des citernes d'arrosage, etc. Donc c'est très souvent accompagné d'un stockage. Et enfin, on va venir récupérer, venir récupérer donc la quantité d'eau qui a été traitée pour la réutiliser. Là, j'ai illustré avec un petit arrosoir, mais ça peut être pour des tas d'usages que je vous définirai un petit peu après. Et donc, on constate assez logiquement déjà que la diminution des rejets des eaux traitées de la station, ici on en a détourné une petite part, donc il y a une diminution des rejets dans les écosystèmes, ce qui peut perturber les équilibres écologiques et menacer la biodiversité parce que maintenant, les cours d'eau sont alimentés en eau aussi par les stations d'épuration, parce que comme je vous ai dit, maintenant, le grand cycle et le petit cycle de l'eau sont interconnectés. Et donc, ça peut poser certaines problématiques. Il y a certains cours d'eau en région qui, en période d'étiage, donc c'est-à-dire quand il y a peu d'eau, en été, etc., sont soutenus par les rejets de stations. Hop là, donc la réutilisation, c'est quoi exactement? Parce que là, je vous ai un petit peu expliqué le procédé schématiquement, mais il y a quelques petits éléments sur lesquels je voudrais revenir. En fait, le terme réut, il fait référence à un processus technique qui permet de stocker et d'utiliser de l'eau qui a été donc préalablement traitée, généralement dans une station d'épuration, à la suite d'une pollution anthropique antérieure. On utilise le terme reuse à l'international. Ça, en fait, ça équivaut au terme réut. Les premières réalisations en France de réutilisation d'eau usée traitée, pardon, elles avaient lieu déjà avant 1990. En fait, il y a eu des prescriptions de l'OMS à peu près dans ces périodes-là, et on avait déjà mis en place certains projets. Mais le Conseil, et en plus de cela, plutôt qu'un mais, le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, dès 91, avait fait apparaître dans certaines législations des recommandations liées aux eaux usées épurées. Par exemple, les premiers projets qui ont existé, ils ont existé notamment dans des zones avec des problèmes de disponibilité malgré tout. J'ai illustré sur des îles où il y a une certaine population alors qu'il y a une faible ressource. On va illustrer avec l'île de Ré, par exemple, ça paraît assez, on peut l'imaginer, ou sur certaines franges littorales. Et donc, maintenant que j'ai commencé un petit peu à parler de la réglementation, je vais y aller un petit peu plus frontalement. Donc, la réglementation qui régit les eaux usées traitées, on commence par le cadre juridique européen, parce qu'il y a un principe qu'on appelle le principe de subsidiarité, pardon, qui en fait équivaut à la primauté du droit européen par rapport au droit national. Et il se trouve qu'il y a une directive, la directive 2020-741 du Parlement européen et du Conseil, qui a été adoptée en mai 2020 et qui est applicable depuis juin 2023. Elle établit des exigences minimales de qualité pour la réutilisation des eaux usées traitées, mais à des fins, retenez bien, spécifiques agricoles, d'usage agricole, pardon. Et donc, elle fixe des normes sur les paramètres microbiologiques et chimiques, que je vous présenterai juste après, et des obligations aussi de surveillance, de gestion des risques, etc. Mais du coup, ça fait que les autres usages, ils dépendent encore beaucoup actuellement des règlements nationaux. Donc, on verra ensuite la réglementation nationale. Et il faut savoir que malgré tout, l'Union européenne encourage de plus en plus les États membres à renforcer la réutilisation des eaux usées traitées. Par exemple, il y a un article, je marquais 100, mais je voulais dire dans la directive sur la gestion des eaux urbaines qui ne met pas d'objectifs chiffrés, mais met simplement des encouragements à financer des projets de réut. Donc c'est quelque chose qui est très mis en avant par l'Union européenne. Et il y a même eu très récemment en 2023, qui est rentrée en vigueur en 2024, une révision sur les émissions industrielles a fixé pour la première, ça a fixé pour la première fois des paramètres obligatoires qui sont à destination des très très grandes industries. Et en fait, c'est pour essayer soit de mettre en place enfin pour pousser à mettre en place soit de la réutilisation des eaux usées traitées, soit de mettre en place des circuits circulaires, donc on va dire des circuits fermés.
Euh, Hop là. Et donc, un petit peu de réglementation encore. En fait, comment on détermine si une eau issue de la réutilisation des eaux usées traitées est de bonne qualité? Il y a des normes qui ont été fixées. Maintenant, elles sont un peu reprises aussi dans des réglementations françaises, donc c'est les mêmes. Euh, il y a des exigences minimales de qualité. En fait, pour ça, on va décider de classer une eau dans quatre classes, on va dire, de qualité. Ça va dépendre beaucoup des usages qu'on veut y affecter. Par exemple, j'ai besoin d'une eau de très grande qualité, je veux qu'elle soit de classe A. Je peux l'avoir d'une qualité moindre, elle peut être B, C ou D. Et ensuite, on a fixé des normes liées à ces exigences de qualité, des normes que je vous ai mises ici. Pour faire simple, on a fixé des normes en turbidité, c'est-à-dire à quel point l'eau paraîtra trouble en sortie, de matière en suspension, c'est-à-dire que c'est des matières solides qui ont été insolubles et donc qui sont visibles à l'œil nu, de DBO5. Le DBO5, c'est débit biologique, mince, organique à 5 jours. Je crois que c'est à peu près ça, la demande biochimique en oxygène, ouais, voilà, c'est ça, à 5 jours. Et c'est en fait la quantité qui est nécessaire pour oxyder les matières organiques. En fait, dans l'idée, c'est pour offrir pardon. C'est pour offrir des perspectives de la présence en matière organique dans un liquide. Et ensuite, les trois autres ici, c'est la présence soit de bactéries, soit de virus. Et donc, il y a des normes qui sont fixées sur tous ces éléments-là. À nouveau, je le rappelle, c'est pour l'irrigation agricole. Je l'ai bien mis en haut. Et donc, si on veut une eau de classe A, par exemple, il faut être en dessous de toutes ces valeurs-ci, de classe B de toutes ces valeurs-ci, ainsi de suite. Et élément assez important, c'est que en plus de fixer des normes, on fixe des fréquences de surveillance pour s'assurer que donc ces normes sont encore respectées. Et donc, pareil, les fréquences de surveillance sont fixées en fonction des classes. On voit qu'il faut, par exemple, surveiller chaque paramètre à des fréquences différentes. La turbidité doit être surveillée en continu, alors que la présence, par exemple, de matière en suspension, ça peut être qu'une seule fois par semaine, par exemple. Et cette fréquence, elle dépend aussi à nouveau d'une qualité d'eau, ça je l'ai déjà dit, pardon. Et donc, j'ai parlé des classes, mais ce serait intéressant de savoir à quoi elles correspondent, pourquoi on a besoin d'une eau de classe A parfois et pas et d'une autre classe D parfois, enfin, on a besoin. Donc, on a fixé des normes autour de ça et qu'on a divisé par classe. C'est parce que pour le cadre de l'irrigation agricole ici précisément, on estime qu'il faut une eau de plus grande qualité lorsque cette eau va pouvoir risque d'avoir une incidence sur la santé humaine principalement. Et donc, par exemple, il faut une eau de qualité A lorsque on arrose avec de la réutilisation d'eau usée traitée, de l'eau usée traitée, lorsqu'on arrose par exemple des cultures vivrières consommées crues, dont la partie comestible est en contact direct avec l'eau usée traitée, et les plantes sarclées consommées crues. Donc, par exemple, imaginons les salades ou les carottes font partie de cette catégorie-là, parce qu'il y a le risque que la population les mange crues. Et ça, c'est dans le cadre de toutes les méthodes d'irrigation. Que vous irriguiez par aspersion, par goutte à goutte, et ben, il faudra que vous respectiez donc les normes pour atteindre la qualité A si vous êtes un maraîcher de salade. Mais vous pouvez faire en sorte d'avoir une qualité, enfin d'utiliser une eau de qualité D si, par exemple, vous avez une culture industrielle ou énergétique, je vais illustrer, mais de la culture dédiée à de la méthanisation, vous pouvez vous permettre d'avoir une classe D. Et pour les classes B et C, ça concerne les cultures vivrières consommées crues, dont la partie comestible est cultivée en surface et n'est pas en contact direct avec l'eau traitée, ou alors les cultures vivrières transformées, ou alors les cultures non vivrières, mais qui serviraient à l'alimentation des animaux d'élevage pour la viande ou pour les laitages, par exemple. Et donc là, les deux classes, en fait, B et C, elles comprennent tous ces éléments-là. La seule chose qui les distingue, c'est les méthodes d'irrigation. Si vous irriguez par une méthode qui n'est pas le goutte à goutte, par exemple donc par aspersion, vous devrez avoir une eau de qualité A. Pourquoi? C'est parce que vous avez beaucoup plus le risque d'être peu précis dans l'arrosage et donc de contaminer le fruit et le légume. Voilà. Je vais passer un petit peu à la réglementation française maintenant. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu déjà sur celle européenne. Alors, le cadre juridique en France, lui, il est encadré par le Code de l'environnement et il y a aussi d'autres normes spécifiques. Les dernières en vigueur, ce sont
le décret du 29 août 2023 qui intègre tous les arrêtés antérieurs dans le Code de l'environnement. En fait, il définissait les conditions sanitaires et techniques pour mettre en place de la réutilisation des eaux usées traitées pour l'arrosage d'espaces verts notamment, mais aussi d'autres usages. Et il y a eu aussi deux autres arrêtés encore, il y a eu deux arrêtés plus récents, ceux du 14 et 18 décembre 2023, qui sont relatifs aux conditions de production et d'utilisation des eaux usées traitées pour l'arrosage d'espaces verts. Et ils ont été publiés au journal officiel le 21 et 28 décembre 2023. Je le précise parce qu'il peut y avoir une petite confusion entre l'arrêté, quand est-ce qu'il sort et quand est-ce qu'il est publié, mais c'est le même, voilà. Celui-ci visait à actualiser les normes pour la réhute après traitement dans le but d'arroser les espaces verts. Donc en fait, il fixait vraiment des critères techniques et de sécurité, vraiment comme ceux que je viens de vous montrer. Je vais vous le réillustrer là juste après, mais c'est dans la même logique. Euh, Là, ce qui se passe, c'est que pour le cadre donc, des espaces verts, on regarde différents types d'usages, un peu comme là on a vu juste avant les types de production agricole. Là, on va regarder les types d'usages. Si par exemple on souhaite arroser avec de l'eau usée traitée un espace vert qui va être ouvert au public, il faut avoir une qualité, ce coup-ci, bon, c'est de classe A. La petite astérix pour la classe B, c'est hyper intéressant, c'est qu'en fait, il y a des barrières qui peuvent être mises en place, c'est-à-dire des petites des systèmes, c'est en fait des barrières, c'est dans le sens de systèmes de barrières qui seraient appropriés et qui doivent être appliqués pour qu'il y ait une qualité requise supérieure. Je vais vous montrer un petit peu après les barrières. Et en fait, l'idée de ces barrières, c'est de réduire au minimum le risque de transmission d'agents pathogènes. C'est-à-dire qu'imaginons, on arrose un espace vert ouvert au public avec de l'eau usée traitée, il faut s'assurer que le public ne soit pas aspergé par cette eau et qui ne risque pas une contamination quelconque. Et donc, vous voyez que déjà, il y a une distinction dans les usages entre l'espace vert ouvert au public, l'espace vert dont l'accès au public est restreint. Mais voilà un petit peu l'idée. On peut avoir donc soit être en classe A, soit en classe B, soit voire même en classe C si l'accès au public est restreint. Et donc là, comme je vous ai mis, il y a différentes barrières. Il faut couper une barrière. Je vais vous montrer exactement de quoi il s'agit. En fait, ces barrières, en fait, elles permettent de définir des mises en œuvre, des applications pour réduire le risque. Par exemple, si jamais j'ai un espace vert ouvert au public et que j'arrose avec de l'eau usée traitée, eh ben, il faudra que je fasse en sorte de mettre en place un contrôle de l'accès et donc, par exemple, que j'arrose en dehors des heures d'ouverture au public. Ou alors que je mette en place le contrôle de l'arrosage par aspersion et donc que je fasse en sorte qu'il y ait une aspersion qui soit à une certaine distance, etc. etc. Il faut savoir que même sur l'arrosage par aspersion, il y a aussi des considérations, oui, qui sont des contraintes plutôt qui sont liées à la vitesse du vent. Donc bref, il y a beaucoup d'éléments un peu techniques, je ne veux pas trop rentrer dedans. Mais voilà, il y a une réglementation assez stricte sur ça. Et bien sûr, il y a des normes, comme on l'a vu juste avant. Les normes, elles sont peu ou prou les mêmes, sauf qu'on a rajouté quelques autres agents pathogènes à surveiller. Euh, et donc, il y a exactement la même logique. Il faut que l'eau soit classée en fonction de sa catégorie en respectant ces normes-là. Par exemple, comme on l'a vu, un espace ouvert au public devrait idéalement être dans la catégorie A, donc avoir une eau qui est très peu, par exemple, turbide. Et bien sûr, s'il y a un des éléments qui est déclassant, par exemple, j'ai une turbidité supérieure, mais que tout le reste est bon, et ben je change de classe. Ça fait décroître, bien sûr, on s'appuie sur le paramètre le plus défavorable, c'est assez logique. Hop là. Et donc, à nouveau, comme pour les éléments précédents, il y a aussi une fréquence d'analyse pour les usages. Il faut s'assurer qu'il y ait une DBO5 qui ait lieu une fois par semaine et des matières en suspension pareil une fois par semaine, ou les Escherichia coli une fois par semaine si on veut être en classe A. Ça, c'est exactement la même logique. Mais comme ça, vous avez la documentation directement ici. Et alors là, on peut se poser la question, en tout cas, je vous invite à me la poser. D'accord, mais alors toutes ces normes par rapport à ce qui existe déjà comme normes pour les rejets des stations d'épuration dans les cours d'eau, quelle est la comparaison? Est-ce que c'est beaucoup d'efforts, peu d'efforts, ainsi de suite? Alors, là, je vous ai mis des valeurs. Alors,
les rejets d'une station d'épuration ne sont pas du tout limités à seulement ces deux valeurs-là. C'est que j'ai comparé avec les éléments qui existaient, qui étaient comparables avec ce que je viens de vous montrer avant. Et là, en plus, je vous ai pris dans un cas concret d'une station d'épuration qui soit supérieure à 2000 équivalents habitants. Bref, c'est un cas particulier, mais en général, il y a des... enfin, là, ça correspond en fait aux valeurs ici, issues pardon, de la directive ERU et reprise dans les arrêtés types français. Donc en général, c'est ça les normes qu'il faut respecter. Sachant que donc, pour la DBO5 que je vous ai présentée tout à l'heure, on était inférieur à 10, là on est inférieur à 25. Ou alors on calcule en rendement, c'est-à-dire qu'on regarde si on a réussi à abattre une certaine pollution, tout simplement. Et pareil, pour les matières en suspension, on était à 10 aussi, là on est à 35. Donc vous voyez, il y a un effort supplémentaire sur la qualité qui est demandé, on va dire. Il n'y a pas de normes sur la microbiologie parce que c'est un peu logique, on va dire. On rejette de l'eau dans un milieu où il y a des bactéries aussi, dans un cours d'eau, etc. Donc bon, il n'y a pas de normes ni à ça en général. À nouveau, je dis en général, ça peut dépendre de certaines spécificités locales hein, quand même. Et il n'y a pas de normes nationales sur la turbidité pour les rejets de steppe vers un cours d'eau. Mais vous voyez bien que donc, si on met en place toutes ces normes-là, c'est pas sans raison. Ah, là, pardon, je crois que mon partage d'écran s'est terminé. Je suis désolée, je vous le remets. Là. Est-ce que vous revoyez à nouveau? C'est bon. Parfait. Bon, désolée, je ne sais pas tout à fait ce qui s'est passé. Mince. Ah mince, ça veut. Oups là, pardon, je suis désolée, ça marche plus tout à fait. Alors j'essaie de vous remettre le partage d'écran à nouveau. De toute façon, je suis en train de dire des choses à l'oral, donc je vais continuer. Ce que j'ai jusqu'à ce que ça puisse reprendre. Ce que j'étais en train de dire, on voit bien que si on met ces normes en place, c'est qu'il y a des dangers pour la santé, ou en tout cas qu'on considère que c'est pas sans risque pour la santé. C'est pas tant qu'il y a des dangers que c'est pas sans risque, c'est plus ça que je voulais dire. Ah, c'est bon, j'ai réussi à le remettre. Hop là. Et je pense que là, ça va marcher. Je suis désolée pour le petit bug. Est-ce que c'est bon, vous voyez? Oui, oui. Parfait, désolée, hein. C'est pas sans risque pour la santé et aussi pour l'environnement. C'est pour ça qu'on met en place des normes. Faut savoir que la France fait quand même assez régulièrement l'objet de condamnations de la part de la Cour de justice de l'Union européenne pour ne pas avoir assuré correctement la collecte et le traitement des eaux usées dans certaines agglomérations. Et donc, ça rentre pas ça, c'est pas en norme, en rigueur, je sais pas comment on dirait, ça respecte pas, pardon, la directive qui a été mise en place du 21 mai 1991. Et on a déjà été condamné plusieurs fois. On a été condamné en 2013, en 2015, en 2016. La dernière fois qu'on a été condamné, c'était le 4 octobre 2024 parce qu'on n'avait pas respecté la conformité de traitement des eaux urbaines, donc juste pour le rejet dans les cours d'eau, je parle, hein, pour 78 agglomérations. Donc c'est quand même un cas qui arrive assez régulièrement. Je vous ai mis deux pourcentages différents. On estime qu'il y a entre 2 et 13% des stations qui sont non conformes. En fait, cette différence de pourcentage, elle vient de la fréquence à laquelle on surveille. Lorsqu'on met en place une surveillance systématique, on constate plus de pourcentage que lorsque c'est une surveillance qui est juste pour appliquer en fait la directive. Donc c'est ça un petit peu la subtilité, mais bref, vous voyez qu'en général, on peut voir que même le traitement en station d'épuration est faillible. Il est principalement lié à un manque d'investissement hein, ou un mauvais dimensionnement aussi. On peut se poser la question de est-ce qu'on peut espérer que l'eau qui soit réutilisée puisse aussi être d'une assez bonne qualité parce qu'en fait, on prend aussi un risque, on peut dire potentiellement supplémentaire. Lorsqu'on réutilise de l'eau usée traitée, on prend le risque de contaminer de l'air, des sols, des ressources alimentaires, en plus des cours d'eau qu'on pollue déjà un petit peu avec des rejets qui ne sont pas aux normes pour les stations d'épuration classiques. Et je voulais parler d'un point ultime, pardon, c'est qu'il y a quand même encore des endroits, des usages où c'est encore interdit d'utiliser les eaux usées traitées, notamment pour donc, les terrains qui sont saturés en eau, parce qu'il y a un risque de ruissellement hors du site, ou alors aussi quand ils ont des fortes pentes. C'est interdit de faire de la réhute à l'intérieur d'un périmètre de protection rapproché d'un captage d'eau potable, c'est-à-dire trop proche d'un captage d'eau potable
on ne peut pas faire de la réhute pour, imaginons, irriguer, parce que ça pourrait contaminer l'eau potable. Ou aussi pour certains usages, des usages alimentaires liés à de la boisson ou à de la conservation d'aliments, les usages liés à l'hygiène du corps. Et enfin, pour certains lieux, c'est pas encore possible dans les habitations, c'est pas encore possible dans les établissements médicaux, dans les crèches ou dans les écoles. Hop là. Et ça laisse quand même un champ ouvert à beaucoup d'autres usages. On peut imaginer utiliser donc de l'eau usée traitée, pas seulement pour les exemples que j'ai donnés tout à l'heure, c'est-à-dire pour l'arrosage des espaces verts ou l'irrigation, mais aussi ça peut être imaginé pour des usages industriels, le nettoyage de voiries par exemple, ou encore la recharge de nappes phréatiques. Mais l'un des défis majeurs reste donc la diversité des contraintes techniques et financières que j'aborderai juste après, et aussi les contraintes juridiques, parce qu'il y a une question actuelle de la responsabilité juridique qui n'est pas forcément assurée. Je vais illustrer. Imaginons qu'il y a quelqu'un qui est contaminé à une eau qui a été maltraitée après être passé dans le parc floral d'Orléans qui est arrosé avec de l'eau usée traitée. Euh, à qui incombe la responsabilité? Est-ce que c'est à la personne qui est censée fournir l'eau? Est-ce que c'est à la personne qui accueille le public, etc. Et encore, on va dire un léger flou juridique, donc il y a une question sur l'assurabilité qui n'est pas explicite. En général, je tiens à dire qu'il y a un chiffre qui a été donné, mais ce chiffre, il a été estimé par Veolia. Veolia, qui est une entreprise qui investit dans des traitements enfin dans pas des traitements, mais enfin qui peut investir dans de la mise en place de réutilisation des eaux usées traitées. Donc il y a aussi un intérêt pécunier à ce que ça soit un peu plus élargi comme solution. Ils ont estimé en tout cas que ça permettrait, la mise en place de l'eau usée traitée permettrait de réutiliser jusqu'à 1,6 milliard de mètres cubes d'eau par an en France, au regard des 5,3 que je vous ai donné avant. Voilà, je pensais que c'était un chiffre qui pouvait aussi vous intéresser. Donc là, je vous ai présenté un petit peu les autres usages qui peuvent exister et justement à quel point est-ce qu'ils existent déjà dans le monde. Dans le monde, en général, la majorité des usages de la réutilisation des eaux usées traitées, c'est pour de l'irrigation agricole. Il y en a aussi pour de l'irrigation paysagère, de l'industrie, de la recharge des nappes très peu, et il y en a encore pour d'autres usages là que je n'ai pas. Imaginons par exemple le nettoyage de voiries, par exemple. Euh, pour donner une idée, en Espagne, on est à peu près à 10% de réutilisation des eaux usées traitées, c'est-à-dire qu'il y a 10% de l'eau traitée qui est réutilisée. En Israël, c'est 90%. Eux, c'est carrément pour faire un usage d'eau potable. Et nous, en France, on est à moins de 1%. Je vous montrerai juste après. Euh, mais sur ces moins de 1%, il y a 80% qui sont utilisés pour et l'irrigation agricole et l'arrosage des espaces verts en moyenne, en 2022, en tout cas ce chiffre date de 2022, pardon. Et à nouveau, pour reciter Veolia, ils ont financé un baromètre de la transformation écologique qui était porté donc par Veolia et par ELAB, où ils avaient estimé que 51% de la population serait prête à boire de l'eau issue de la réhute, justement pour avoir un regard pardon, vis-à-vis de la consommation d'eau réutilisée traitée en Israël pour l'eau potable de boisson. Il s'était posé la question. Bon, ça fait quand même pas suffisamment de gens qui se sont prêts non plus. Mais voilà, c'était, je trouve, un point assez intéressant vu qu'il y a des ouvertures des usages qui sont proposés. Pardon, quelle est l'unité de leur données de ce graphique? C'est en pourcentage, pardon. C'est pour ça que ça n'atteint pas les 100%. C'est parce qu'en fait, il y a d'autres usages, il y en a, je crois, 27% si j'avais bien compté. Et donc, c'est pour voirie, etc. Et donc, la mise en place en France maintenant, en mars 2025, on était à 170 projets opérationnels ou en cours. Je vous ai mis une petite carte des projets. Alors, la carte exactement, elle date elle est du CEREMA, pardon, et elle date de 2019, mais en fait, réellement, elle porte sur des données de 2017. Il n'y avait pas de carte plus récente, en tout cas, je n'en ai pas trouvé. Donc, on n'avait pas encore atteint les 170 projets, on était autour de 120. Mais ça vous donne un petit peu une idée de la répartition.
faut savoir qu'il n'y avait aucun projet à cette époque-là qui était dans le bassin Rhin-Meuse, qui est un élément important, et on ne voit pas la Corse, mais il y avait un projet au sud de la Corse. Du coup, on est à 170 projets. Ça représente moins de 1% des volumes d'eau usée traitée qui sont réutilisés. Je crois que le chiffre que j'avais trouvé exact, c'était 0,4% à mars 2025. Mais vu que je suis pas sûre, je préfère vous dire 1% quand même. Et faut savoir que on a fixé, le plan eau du gouvernement a fixé en 2023 un objectif de passer à 10% d'eau usée traitée qui soit réutilisée, donc d'ici à 2030. Donc passer en 7 ans de 1 à 10, et pour l'instant, en 2 ans, on est toujours en dessous de 1. Donc malgré tout, c'est pas encore des projets qui sont tant mis en place que ça en France. Je vais vous parler maintenant de la faisabilité technique et financière en fait, pour mettre en place des projets de réutilisation des eaux usées traitées. Euh, hum, hum, hum. Alors, on peut se poser, on a vu déjà des tas d'objectifs liés aux normes, il faut une eau d'une certaine qualité, etc. Comment on réussit à atteindre ces objectifs? En fait, il y a des technologies qui existent déjà aujourd'hui pour répondre aux exigences réglementaires. Et en fait, il n'y a pas forcément besoin de mettre en place beaucoup de recherche, d'éléments de recherche. Par contre, en général, les technologies, elles... Oh, mince alors. Oh, je sais pas ce qu'il y a. Je suis navrée. J'essaye de remettre à nouveau. Je suis désolée que ça ait recoupé. Je vais continuer sur ma parole. En général, les technologies, elles tentent d'être adaptées au niveau de la qualité de l'eau qui est souhaitée. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a des exigences d'eau d'une classe A, B, C, D. Et donc, généralement, on propose les entreprises qui veulent mettre en place ces projets-là proposent de mettre en place des traitements. Est-ce que vous voyez bien mon écran à nouveau? Ah non, vous voyez l'autre. Oups là. Voilà, c'est bon. Je suis désolée, je sais pas ce qui se passe. Ils proposent généralement d'adapter les traitements justement pour que ce soit pas, que ça coûte pas une fortune un peu dans l'idée. L'idée, généralement, si on veut éliminer des pathogènes en plus pour atteindre la classe souhaitée, il faut mettre en place un système de désinfection par UV ou par oxydation, comme avec de l'ozone. Si on veut éliminer une contamination physique, on peut utiliser par exemple de la filtration qui soit de la taille adaptée aux contaminants. Et si on veut éliminer par exemple des contaminants pharmaceutiques, on peut utiliser de l'oxydation avancée, par exemple, avec séparation par adsorption, pardon, par exemple du charbon actif. Je vous ai mis un petit peu une illustration de comment ça peut se passer actuellement. En général, là, on a les stations d'épuration conventionnelles. Elles peuvent aller de ce type de traitement à des traitements tertiaires. Il y a certaines stations qui existent déjà, donc avec des traitements tertiaires classiquement, sans usage de réutilisation des eaux usées traitées. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place des traitements plus pour atteindre certaines normes parce qu'ils ne les atteignaient pas. Ils avaient par exemple une trop forte pollution, imaginons. Et là, s'il faut ajouter, en plus du traitement tertiaire, dans certaines stations où ça n'existerait pas, il faut ajouter donc de la désinfection pour atteindre les classes, soit la réglementation française, soit la réglementation européenne, comme je vous les avais montré. Tout ça, c'est sous réserve du bon dimensionnement et du bon fonctionnement des étapes de traitement. Comme je l'ai dit à nouveau, certaines stations d'épuration ne sont pas aux normes en France, donc déjà, il faut considérer que là, on a des stations qui fonctionnent correctement. Aussi, un élément qui est assez intéressant, c'est que, comme je vous ai dit, les porteurs de projets, ils essayent d'adapter à la qualité de classe qu'ils voudraient avoir, mais il y en a aussi certains qui vendent des modules tout prêts, des modules prêts à l'emploi, qui regroupent plusieurs composants, des pompes, des filtres, de la tuyauterie, de la désinfection. Et dans l'idée, c'est pour faciliter l'installation et la mise en œuvre. C'est aussi parce que ça apparaît, ça leur permet de vendre plus de procédés. Et donc, il y a quand même des cas, je préférais le dire, qui ne sont pas foncièrement adaptés non plus directement aux besoins. Alors, on va parler maintenant de la faisabilité financière, parce qu'en fait, c'est assez difficile de savoir de pouvoir vous donner un ordre de grandeur de combien coûte un projet de réutilisation des eaux usées traitées. Il n'y a pas d'échelle financière mesurable. Ça dépend du type de projet, de son échelle, de la technologie pardon, qui est employée, de l'investissement, du mode de financement, du contexte local, bref, du projet. Mais en général, on peut voir différencier ça en deux types de coûts, les coûts d'investissement et les coûts d'exploitation, qui sont dans tous les cas souvent assez élevés.
mais qui peuvent être subventionnés. Les coûts d'investissement ou d'infrastructure, c'est les traitements qu'on va rajouter, la distribution, les réservoirs. Et les coûts d'exploitation, c'est ce qui va se répéter, c'est l'énergie, la maintenance, la surveillance, etc. Parfois, on rajoute même des procédés de pompage. Et malgré tout, ça représente donc un investissement significatif au regard des systèmes classiques d'alimentation en eau potable et d'assainissement surtout. Donc ils sont assez largement subventionnés. Ils peuvent encore être assez largement subventionnés, j'en reviendrai juste après dessus, mais le fait qu'ils soient donc assez coûteux, ça représente quand même un coût unitaire de l'eau réutilisée qui peut être plus élevé par rapport à de l'eau classique, de l'eau potable classique, pardon. Par contre, en général, les porteurs de projets sont d'accord sur le fait que c'est tout de même des solutions qui coûtent moins cher que l'acheminement d'eau potable sur de longues distances. C'est-à-dire que, je vais illustrer, pour l'île de Ré, on va reprendre l'exemple, entre faire traverser une canalisation de La Rochelle à l'île de Ré ou mettre en place de la réutilisation des eaux usées traitées, j'ai pas eu le projet sous les yeux, mais on peut supposer que les kilomètres de canalisation qui étaient nécessaires pour passer de l'un à l'autre était beaucoup plus cher que de mettre en place une usine de réutilisation des eaux usées traitées. Donc c'est pour ça que c'est pas foncièrement 100% toujours une solution qui est la plus chère, même si bon, c'est un peu, ça reste pas toujours une solution non plus géniale. Et c'est aussi pour ça que les enveloppes, elles peuvent varier de quelques milliers d'euros, de plusieurs milliers d'euros quand même, à des millions. Et elles sont, comme je l'ai dit, subventionnées par les agences de l'eau principalement. Donc je vous rappelle, les agences de l'eau qui touchent les redevances eau, donc on participe tous au financement des agences de l'eau. Ici, dans la région, les agences, elles financent à hauteur de 50 à 60%. Ça peut aussi être subventionné par certaines régions ou départements. Et lorsqu'il s'agit d'un projet public communal, la collectivité, elle se retrouve à financer le reste de l'enveloppe, donc les pourcentages qui n'auront pas été aidés par une subvention. Et donc, ça augmente très fréquemment le prix de l'eau distribuée. Hop là. Et maintenant, on va un tout petit peu essayer quand même de comparer. Je vous ai dit, il n'existe pas trop de comparaison, mais j'ai mis le doigt sur une étude dont je vous ai mis les références ici, qui est très récente, qui date de 2025, qui a essayé quand même de comparer les coûts selon certains traitements. Donc ça couvre pas tous les traitements, vu que l'étude est assez récente, mais ils ont montré que c'était nécessaire pour la viabilité d'un projet, en général, de considérer l'intérêt général dès l'origine. Parce que comme on voit, les coûts des projets de réutilisation des eaux usées traitées sont assez rarement supportés par les bénéficiaires de l'eau usée traitée. Là, par exemple, ils ont fait des échelles de prix. Je tiens à dire que cette ligne-là, elle n'était pas dans l'étude, c'est moi qui l'ai trouvée. Ça venait justement d'un syndicat d'industrie agroalimentaire, mais je l'ai rajouté quand même ici. Euh, en général, ce qu'ils ont montré, c'est que le prix de l'eau, il peut aller, bon, on va dire de 7,50 à 30 euros le mètre cube selon l'usage, mais que selon les régions ou les bassins, il y avait des aides publiques qui pouvaient monter à 80%. Par exemple, quand l'agence de l'eau finance à 50% et que la région finance aussi, on peut aller jusqu'à 80%. Et que certaines sources de financement du traitement tertiaire ou du suivi de la qualité revenaient en fait sur les factures des abonnés à l'assainissement collectif. C'était notamment le cas pour la majorité des projets d'irrigation qui sont donc irrigués avec de l'eau usée traitée. Ils ont trouvé que, hormis dans un cas sur la bonne dizaine qu'ils ont comparé, tous les coûts pardon, qui étaient en plus des aides publiques étaient à la charge donc, des abonnés de l'assainissement collectif. Euh, donc, il y a un problème d'imputation de fonds publics. On voit qu'être financé par de l'argent public sans pour autant entraîner le paiement d'une redevance induit par ce prélèvement et ce sans considération du taux de la consommation de cette eau. Donc c'est un vrai problème parce que c'est pas vraiment considéré comme comme un prélèvement. C'est ce que je vous ai mis ici. En fait, on considère que cette nouvelle ressource, eh ben, on ne paye pas de prélèvement dessus. C'est-à-dire que les personnes qui vont bénéficier d'un projet de réutilisation des eaux usées traitées, en tout cas dans le bassin Loire-Bretagne, ne payent pas une redevance sur la réutilisation des eaux usées traitées, donc ils ne vont pas participer ensuite à cette enveloppe-là. Et c'est pour ça qu'il y a cette redirection de fonds pour être un petit peu simpliste. Enfin, pour simplifier un peu l'explication.
Et donc, on peut se poser, enfin maintenant que je vous ai montré un petit peu des projets échelle, enfin plutôt des implémentations à l'échelle nationale, voire internationale, et leur faisabilité, on peut demander il y a des exemples en région qui existent, qui sont pertinents, etc. En général, il y en a plusieurs en région, vous l'avez vu sur la carte que je vous ai montrée tout à l'heure. Il y en a qui sont assez connus. Il y a l'exemple de la steppe de Château-Renaud, qui est assez connue, qui est une station qui, vu qu'elle était dysfonctionnelle parce qu'elle rejetait trop de pollution organique dans la rivière de la Brenne, il y avait eu un projet de réutilisation de l'eau usée qui avait été mis en place pour desservir certains irrigants de culture céréalière. Mais maintenant que la station a été remise aux normes, eh ben, les irrigants profitent encore, par exemple, de cette réutilisation. Il y a aussi le parc floral d'Orléans qui est assez connu. Mais je vais plutôt vous parler de l'exemple de la ville de Vierzon et de la régie de l'eau de l'assainissement de Vierzon qui s'appelle Réavi, que je remercie infiniment parce qu'ils m'ont transmis beaucoup de documentation pour que je puisse faire cette présentation-là. Parce que bah, tout le monde n'est pas à l'échelle de la métropole d'Orléans et je trouvais que parler d'une échelle un peu plus petite, d'une commune plus petite, c'est de projets qui étaient finalement peut-être plus abordables pour la majorité de nos communes, c'était assez pertinent. Et donc, voilà le projet de la commune de Vierzon. Alors, à Vierzon, ils ont voulu mettre en place une étude d'opportunité et de faisabilité avec le bureau d'études Naldeo, pour pouvoir voir comment ils pouvaient mettre en place donc, de la réutilisation des eaux usées traitées à partir de leur steppe que vous voyez ici. Là, il y a la commune de Vierzon, et vous voyez la steppe, elle est ici, elle est un petit peu excentrée. Les motivations principales, c'était de pouvoir réduire les prélèvements en eau potable, sécuriser les usages en période de sécheresse et s'inscrire dans le plan eau de 2023 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, leur station, elle a été, elle, mise en service en 2002. Elle a une capacité nominale de 46 000 équivalents habitants. Et équivalents habitants, c'est comme ça qu'on compte les habitants qui vont être desservis par cette station d'épuration. Elle a un débit nominal de 9 300 mètres cubes par jour, un débit moyen en 2023 de 7 737 mètres cubes par jour, et les traitements sont debout activés à faible charge, de la dénitrification et de la déphosphatation. Mais, donc, ce qui est intéressant, c'est comment ils ont étudié leur projet. Ils ont essayé, comme je vous l'ai dit, d'étudier les besoins et donc identifier les usages. Ils ont imaginé 4 scénarios. Le scénario où il y aurait un hydrocurage seul. L'hydrocurage, c'est le fait de nettoyer la station, on va dire, avec l'eau. Actuellement, on le fait avec de l'eau potable en général. L'hydrocurage, lui, d'un réseau d'assainissement, il ne requiert pas de traitement complémentaire des eaux de steppe. Donc, peu importe l'eau réutilisée classe A, B, C ou D. Et donc, ils avaient évalué que pour pouvoir mettre en place le scénario 1, ils avaient besoin de 320 mètres cubes par an. Pour le scénario 2, où en plus de l'hydrocurage, ils mettaient en place l'arrosage des cimetières, ils avaient besoin de 1400 mètres cubes par an. Pour le scénario 3, c'était hydrocurage, arrosage d'un espace vert et arrosage d'une zone horticole. C'était des serres communales et d'une SCEA de Rousseau. Ils avaient besoin de 5000, quasiment 6000 mètres cubes par an. Et pour le dernier scénario, celui élargi, ils prenaient le même scénario qu'avant, mais ils arrosaient encore plus d'espaces verts qu'ils avaient identifiés et ils montaient à plus de 8000 mètres cubes par an. Et en fait, ils ont essayé de comparer au débit traité de la station d'épuration. Et ils ont vu qu'en fait, ils avaient des besoins en volume qui étaient assez faibles et qui allaient peser fortement sur l'équilibre économique. Je vais expliciter un petit peu ça. En fait, sur ce cas concret-là, euh, ils ont donc comparé leurs besoins. Pour pouvoir mettre le scénario 1 en place, ils avaient besoin d'un volume de bâche. Eux, le stockage, c'était une bâche. Ils avaient besoin d'un volume de bâche de 7 mètres cubes. Donc, il fallait qu'ils investissent dans le scénario 1. Ils avaient quand même imaginé certains traitements supplémentaires. Il fallait qu'ils investissent donc dans j'avais noté la création d'une unité de réutilisation des eaux usées traitées, les stockages des eaux usées traitées, des pompes et aussi bah, tout simplement payer le bureau d'études. Et en fait, et pour l'exploitation, donc tout ce qu'on a dit, maintenance, etc., ils étaient à 1 650 euros. Vous voyez les autres coûts des projets qui sont de plus en plus gros et qui ont besoin de plus en plus de volume, ça devient
des prix exorbitants en investissement ou en exploitation. Je vais attirer votre regard sur la dernière colonne de mon tableau ici présent, prix minimal de l'eau utilisée traitée pour couvrir l'exploitation. Donc, c'est-à-dire pour couvrir ce coût-là. Pour l'instant, on ne va pas parler de l'investissement. En fait, ils se sont posé la question du prix de vente minimal de l'eau usée traitée qui était nécessaire pour compenser ces frais d'exploitation. Et on voit que les prix du scénario 1 sont trop importants pour être rentabilisés seulement via la vente de l'eau usée traitée produite. Et pour que la balance soit positive, il fallait qu'ils vendent leur eau à donc 5,16 €. J'ai mis 2 euros, mais c'est parce que c'est très très cher. C'est pas du tout une faute de frappe. Non, je plaisante, c'est une faute de frappe. 5,16 € par mètre cube, que le coût diminue après. Pourquoi? Hop là, je passe à la diapo d'après. C'est parce que, comme on peut le voir sur le premier graphique, qui est le graphique des bénéfices nets annuels, en fait, il résume les conclusions, il montre que les bénéfices nets, donc qui incluent les frais de fonctionnement, pouvaient être faits selon le prix de vente de l'eau usée traitée au mètre cube. Et il n'est pas possible de faire beaucoup de bénéfices, enfin, il n'est pas possible de faire des bénéfices pour le scénario 1, parce qu'en fait, ça leur faisait même une trop faible économie d'eau. C'est-à-dire que juste stocker 7 mètres cubes, c'était pas assez par rapport à leur prix de revente, on va dire. Et il y avait de trop gros frais de fonctionnement pour faire fonctionner la station de retraitement, etc., etc. Et aussi, probablement, je pense, parce que peut-être qu'ils touchaient pas tout à fait les mêmes aides, mais ça, c'est une supposition personnelle. Alors que ils avaient un prix de revente qui pouvait décroître en fonction des autres scénarios au fur et à mesure. Et ce qui est intéressant ici, en fait, c'est qu'ils ont essayé de comparer en nombre d'années pour voir au bout de combien de temps leur projet de réutilisation des eaux usées traitées serait devenu rentable, c'est-à-dire qu'ils seraient revenus sur le coût que ça leur aurait fait. C'est-à-dire que économiser de l'eau qui serait retraitée par rapport au fait de consommer de l'eau potable serait rentable. Alors, ils ont comparé au prix de vente de l'eau potable actuel, qui est quasiment de 2 euros. C'est 1,99 € à Vierzon dans le cas de l'étude. Ça a peut-être augmenté depuis, je sais pas, je n'y vais pas. Mais, euh, mais donc, ils ont comparé et ils ont vu qu'en moyenne, le nombre d'années nécessaires pour rentabiliser les investissements grâce aux bénéfices récoltés, parce que là, cette courbe-là donc, inclut les investissements, on commence à les rembourser si on garde une eau à 2 euros, par exemple, et qu'on s'oriente sur le scénario 4, donc le scénario le plus cher, au bout de 300 ans. Si on est sur les scénarios les moins chers, vu qu'on fait aussi économiser moins d'eau, on a moins d'eau économisée, donc on gagne moins, donc c'est inversement proportionnel en gros. Bon, bah, il faut plus de 300 ans encore si on reste là, sauf si on décide donc d'augmenter le prix de l'eau, qu'on la fait passer à 3, 4, 5 euros, 5,50 €. Mais donc, même s'ils faisaient passer l'eau dans le scénario 4, donc le scénario qui était le plus ambitieux, on va dire, même s'ils la faisaient passer à 5,50 €, ils devaient déjà avoir un temps pour que ça puisse devenir rentable de 60 ans. Bref, c'était pas du tout rentable. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que l'investissement sur ce projet-là, notamment, en fait, quand on est face à une station qui, eh ben, finalement, consomme assez peu d'eau et finalement a assez peu à en économiser, c'est assez peu rentable d'investir et d'investir et de considérer qu'on va entretenir un tel réseau. Et la rentabilité, elle va se retrouver très probablement, si on ne veut pas faire couler la commune, sur la facture des utilisateurs, des usagers. Et, euh, et du coup, pour finir sur la petite histoire de Vierzon, ils ont adopté un scénario qu'ils ont appelé le scénario 1 bis, où ils ont en fait repris le scénario 1, que je vais remettre juste là, c'était, hop là, hydrocurage seul. Ils ont repris ce scénario-là, sauf que ils ont décidé de limiter à l'hydrocurage par une dilution, et donc en fait, ils n'ont pas mis en place une filière de retraitement, ils ont juste mis en place une filière de restockage. Euh, et, euh, et en fait, ça leur permet de remplacer l'eau potable qu'ils mettaient pour les Lixivia, très exactement. Et donc, ça fait qu'ils ont des frais de fonctionnement qui sont très faibles. Et ça leur permettait d'augmenter que de 0,06 € par mètre cube, si on reprend ce tableau-là, euh, leur, euh, leur, euh, leur facture, pardon. Mais malgré tout, même avec ça, pour un prix de l'eau égal au prix actuel, eh ben, ils avaient quand même ah, un temps de retour du projet qui était quand même de 60 ans. Et maintenant, je vais passer juste au dernier point.
Hop là, je vois que j'ai eu un petit dessin, donc peut-être que quelqu'un a voulu écrire quelque chose. Rester à stocker l'eau de pluie qui serait... Non, je sais pas. Peut-être que bon. Je sais pas de quoi ça vient. Le dernier petit point, et ensuite on pourra passer au temps des questions, c'est sur donc les positions des FNE, même si j'ai essayé de les distiller tout au long de ma présentation, qui n'était absolument pas neutre. Je l'avais prévenu au début. En fait, la position du réseau eau de FNE Centre-Val de Loire et du CA de FNE Centre-Val de Loire, malgré tout, c'est, bah, comme je vous l'ai dit, la prudence. Déjà, on voulait dire un élément assez important, c'est que on trouvait en fait que déjà appeler réutilisation des eaux usées traitées, c'était déjà un langage, un abus de langage qui paraissait pas correct à l'oreille, on va dire. C'est-à-dire que déjà appeler de l'eau usée, ça renvoyait à un concept centré sur le petit cycle de l'eau que je vous ai décrit tout à l'heure. Et donc c'est un concept assez anthropique, anthropocentré, très sur les usages humains. Alors que en fait, cette eau-là, c'est toujours de l'eau, et en fait, c'est plus qu'elle est polluée. Donc déjà, on propose, plutôt que de dire eau usée, on propose de dire eau polluée. Ensuite, le terme réutilisation, pareil, ça donne l'impression que l'eau ensuite a été perdue si on ne pouvait plus l'utiliser, ce qui n'est pas vrai, parce que comme je l'ai dit avant, elle était renvoyée dans le milieu, donc dans les écosystèmes, et elle permet d'entretenir ces écosystèmes. Et donc l'eau réutilisée, en fait, elle est détournée de son chemin anthropique actuel, qui est celui de retourner dans le milieu. Et, et du coup, on proposait aussi de ne pas forcément dire réutilisation, mais utilisation. Donc on aimerait proposer un nouveau terme qui est utilisation d'eau polluée traitée. Ensuite, nos différentes positions un petit peu, c'est de mettre déjà l'accent sur le maintien des rejets d'eau traitée, d'eau polluée traitée dans les rivières, parce que ben, pour les raisons que je vous ai données précédemment tout à l'heure, mais par contre, c'est surtout en mettant l'accent sur l'amélioration de la qualité moyenne des rejets, parce qu'on l'a vu, elle n'est pas toujours très bonne. Et, et ça peut donc avoir des effets très importants sur aussi la biodiversité. Euh, Aussi, on voulait insister sur le fait qu'il est particulièrement important de mettre en place des usages sobres, à la fois des intrants et à la fois de la quantité d'eau, donc de devenir économe en eau un peu. Et un point important, enfin encore un point important, il y en a beaucoup, c'est qu'on voulait parler du fait que bah, justement on a aussi beaucoup montré qu'il y avait une inégale répartition des coûts et qu'en fait il faudrait appliquer un principe pollueur-payeur et un principe préleveur-payeur. C'est-à-dire que l'eau d'eau polluée traitée doit toujours être considérée comme un prélèvement, ce qui n'est pas encore le cas, et donc elle doit être soumise, pardon, à une redevance pour l'agence de l'eau, sauf dans des cas assez particuliers, par exemple de circuits fermés euh, par le même utilisateur. Euh, et en aucun cas, l'utilisation d'eau polluée traitée ne dispenserait de réduire l'ensemble des prélèvements et des consommations, donc de mettre en place des projets d'économie d'eau avant tout. Et ce qui est intéressant, c'est de se placer du coup dans des PTGE appuyés sur des études HMC, c'est-à-dire de se placer dans des cadres locaux intéressants et qui visent à ces économies d'eau et qui réfléchissent à un partage commun de l'eau. Euh, et enfin, non pas du tout enfin, pardon, l'utilisation d'eau polluée traitée, elle n'est pas sans conséquence sur le cycle de l'eau. Euh, et ce qu'on pense, c'est principalement qu'il faut la limiter et considérer qu'elle doit être exceptionnelle. C'est pour ça que j'ai mis le mot prudence tout là-haut. Et en fait, elle doit être surtout étudiée au cas par cas, sachant que ce cas par cas doit faire l'objet d'une analyse globale et s'assurer qu'on respecte les exigences sanitaires fortes incontournables, qu'on rejette dans le même milieu que celui où on a prélevé, parce que sinon, bah, on a détourné du cycle de l'eau là où elle était, on a pris dans une nappe spécifique à un endroit, on aurait remis potentiellement dans le cours d'eau qui était attenant à cette nappe-là. Si on rejette beaucoup plus loin, bah, c'est pas forcément, c'est pas le même endroit, on la détourne de son cycle habituel. Il faut aussi que cette étude, cette analyse au cas par cas fasse attention à ne pas perturber les milieux aquatiques et les nappes liées, ni le bon déroulement des cycles biologiques des espèces, et que ça ne porte pas atteinte aux autres usages situés en aval. C'est assez logique aussi. On voit bien que ben, si on détourne trop d'eau de cours d'eau, je vous ai quand même dit qu'il y a 34%
de communes en France qui s'alimentent, enfin oui, de captages qui s'alimentent, qui sont dans des cours d'eau et dans des lacs. Si on diminue aussi, ça peut être une problématique. À nouveau, ça demande aussi de maintenir une bonne qualité de rejet. Et enfin, euh, l'utilisation d'eau polluée traitée ne pourrait constituer une pratique qui soit complémentaire qu'une fois les impératifs que j'ai cités avant respectés et des mesures d'économie d'eau qui soient mises en place. Et donc, on est favorable à certains cas particuliers, on estime quand même. C'est par exemple le cas lorsque les frais d'une entreprise sont pris en charge, enfin les investissements, pardon, dans l'utilisation d'eau polluée traitée sont pris en charge par l'entreprise elle-même à 100%, ou quand, par exemple, on est dans le cadre d'un circuit fermé, c'est-à-dire que on prélève une fois et ensuite on entretient tout le temps cette même eau. Donc, point de conclusion, l'utilisation pardon, d'eau polluée traitée, ce n'est pas une nouvelle ressource et la considérer comme telle conduirait à une augmentation des prélèvements, tout à fait contraire à la logique de sobriété. Et donc, toute eau utilisée pour un usage humain est un prélèvement. Et c'est vraiment sur ça, ce sur quoi on a voulu terminer notre plaidoyer, que je vous ai présenté un petit peu tout au long, et là j'ai mis quelques dernières conclusions. Et j'en profite donc pour vous remercier de votre attention, de me pardonner des quelques coupures qu'il y a eu et de vous demander s'il y a des questions. Et je vois qu'il y a beaucoup de questions dans le chat, sachant que j'invite tout le monde à prendre la parole. Vous pouvez lever la main. S'il y en a certains qui veulent répondre à certaines questions, c'est aussi avec plaisir. Je ne suis pas seule à avoir fait ce plaidoyer, je suis juste la porte-parole du plaidoyer. Hop là, alors, et je vais prendre déjà les questions que je vois dans le chat. Euh, si jamais vous voulez compléter votre question, n'hésitez pas à réouvrir votre micro. Je vois qu'on m'a dit réfléchir sur les eaux usées, manque d'eau naturelle. Je comprends pas tout à fait la question, si jamais. Euh, Quelqu'un peut prendre, la personne qui a posé la question, Robert, veut prendre la parole pour expliciter sa question. Oui, c'est moi qui l'ai mis, parce que je constate qu'en en ce moment, on parle beaucoup d'eau usée, mais est-ce que c'est un souci d'un manque d'eau naturelle qu'on va avoir par le réchauffement climatique? Alors, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On manque pas d'eau naturelle, on a la même quantité d'eau naturelle. C'est juste que actuellement, avec le réchauffement climatique, ce qui se passe, c'est que c'est le cycle de l'eau qui est accéléré. C'est-à-dire que l'eau, la principale problématique, c'est pas tant de réussir à la stocker que de réussir à freiner son cycle. C'est-à-dire qu'une goutte d'eau, avant, elle mettait des jours, des semaines, lorsqu'elle tombait en haut d'une montagne, à rejoindre la mer. Et maintenant, elle le fait je sais pas l'échelle, mais je l'ai eu su, en beaucoup, beaucoup moins de temps. Et en fait, c'est ça principalement. Et en fait, quand on cherche à des solutions de sobriété d'eau, de réutilisation d'eau, enfin, toutes ces solutions-là, en fait, c'est plus parce que l'eau va trop vite dans ce cycle-là. Et donc, ça fait que parfois on en manque, ça fait que parfois on en a trop. Il y a beaucoup plus d'événements aussi d'inondations. Mais en tant que telle, l'eau naturelle, elle existe toujours et il n'y en manque pas, quoi. Cette quantité, c'est la même. Ok, merci. Parfait. Euh, je vois une autre question. Il était temps que l'État se penche sur l'autoconsommation des eaux usées traitées, car les eaux naturelles vont devenir de plus en plus rares, surtout avec le changement climatique. Bah, je crois que j'ai un petit peu répondu à la question, du coup, je me permets de passer à la suite. Sauf si, oh, pardon. Sauf si la personne veut reprendre la suite. Reste à stocker l'eau de pluie qui serait moins chère et l'eau de mer alors. Bah, du coup, Robert, c'est encore votre question, je crois. Stocker l'eau de pluie, c'est une solution qui existe aussi, qui est aussi financée par des subventions, etc., etc. À nouveau, la question du stockage de l'eau de pluie, ça dépend bah, pas seulement en fait de la faisabilité technique, c'est beaucoup plus large que ça. Ça dépend de pour qui, avec quel argent, pour quel usage. En fait, finalement, rendre un projet intéressant pour le commun, c'est avant tout vers ça qu'il faut s'orienter. Et du coup, stocker l'eau de pluie, ça peut manquer d'intérêt si c'est pas justement pour, en parallèle, essayer de freiner ce cycle naturel de l'eau qui s'est accéléré en désimperméabilisant, en recréant des méandres dans les cours d'eau, en recréant des zones humides. Il y a plein de solutions qui existent pour freiner le cycle de l'eau accéléré, qui sont juste pas mises en place, qui sont payantes aussi. Et du coup, stocker de l'eau de pluie, ça peut être une option, ça dépend à nouveau pour qui, comment, quelle autre solution alternative. Et l'eau de mer, il y a des projets maintenant de désalinisation qui existent beaucoup. Bon, alors là, dans la région, il n'y en a pas. J'avoue, je suis pas experte sur le sujet, donc je vais
pas tout à fait répondre juste, je pense, mais ils sont très chers. Du peu de choses que je sais dessus, c'est que c'est très très cher et que en fait ça crée aussi d'autres polluants, d'autres sources de pollution parce que en fait l'eau à laquelle on retire tout son sel, où est-ce qu'on met ce sel, qu'est-ce qu'on en fait, où est-ce qu'on le stocke et en fait ça crée à l'inverse de là où on a pris de l'eau salée pour la rendre potable, et ben ça crée une eau encore plus concentrée en sel là où on a rejeté le sel, donc c'est pas toujours non plus une option et c'est très très énergivore. Alors, il y a une autre question. Améliorer. Il y a beaucoup de questions, je vais essayer de les lire. Ah non, il y a aussi beaucoup de remerciements, donc merci. Améliorer les rejets, c'est toujours ce qui est euh, de plus constructif, en n'oubliant surtout pas les PFAS, qui pour l'instant ne sont pas vraiment pris en compte. C'est une excellente remarque. Je vais dire deux choses à ce sujet. La première, c'est que c'est pas pris en compte et qu'on en découvre encore. Les PFAS, ça représente des milliers de molécules, donc c'est très compliqué. Et la deuxième, c'est que si vous êtes intéressé par le sujet, l'année dernière, on a fait un séminaire sur le sujet qui est accessible sur notre chaîne YouTube, donc ça me permet de passer à la slide d'après. Vous avez accès à tous nos webinaires, mais aussi à nos séminaires en replay ici. Et donc, si vous êtes intéressé par le sujet des PFAS, vous pouvez aller voir ce séminaire-là qui traitait du sujet, qui présentait notamment certaines solutions techniques, scientifiques, des solutions de recherche pour trouver soit comment les identifier, soit comment les traiter maintenant. Y a-t-il des aides financières pour les frais de fonctionnement de ces systèmes? Exemple, analyse d'eau coûteuse. Eh ben, c'est une très bonne question, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas si à l'échelle de l'agence de l'eau ou des régions, des départements, il puisse y en avoir. Si quelqu'un sait la réponse, n'hésitez pas à prendre la parole, mais pour ma part, je ne sais pas. Euh, Est-ce que quelqu'un par hasard a la réponse? Laisse quelques instants si jamais. Bon, ok. Alors, il y a Amroi, j'espère que je prononce bien, qui a une question sur la notion d'acceptabilité sociale de ces projets. Est-ce que vous voulez prendre la parole peut-être parce que c'est une Oui, question bonjour. pertinente. C'est Anne-Mélanie Royanet, pardon. J'ai Pardon. eu un surnom automatique que j'ai pas choisi. Oui, on a parlé de faisabilité, technique, financière, etc. Mais enfin, vous n'avez pas évoqué la question de l'acceptabilité. Est-ce qu'une des raisons pour lesquelles ces projets sont encore peu développés, ça pourrait être aussi que les populations sont pas prêtes ou n'ont pas été préparées à accepter la réutilisation des eaux usées pour ces usages-là? J'ai essayé, je trouve que la question est très très pertinente. En fait, j'ai pas cherché la donnée, il fallait que je me contraigne, et donc bon, je me suis concentrée là-dessus. Mais c'est pour ça que j'ai donné un tout petit peu à un moment le chiffre de l'étude de Veolia avec Elab qui disait Mm. que 51% de la population était d'accord, de la population française, hein, je veux dire, était d'accord pour boire de l'eau issue de la réutilisation des eaux usées traitées. Je pense qu'il y a quelques années, c'était pas aussi élevé. Je pense que l'étude, elle doit être prise dans la mesure aussi des intérêts qu'il puisse y avoir quand même. Mais je pense que c'est encore des projets qui sont assez peu acceptés, etc., etc. Mais vu qu'on en entend de plus en plus parler, ça, c'est enclin. C'est aussi pour ça qu'on fait ce webinaire, pour apporter un discours critique. J'ai conscience que le webinaire était très orienté, hein, j'ai essayé de le dire au début. Parce qu'aussi, il y a beaucoup, beaucoup de documentation qui est très en faveur de la réutilisation des eaux usées traitées. En fait, la majorité des discours sont très en faveur. Et en fait, typiquement, je vais illustrer avec les élections municipales qui vont arriver. C'est assez intéressant de proposer pour des personnes qui veulent être élues des solutions qui ont l'air de frustrer personne. Des solutions où on ne va Mm. pas demander aux uns et aux autres de faire des efforts. Ça paraît être souvent la solution miracle. On met un peu la même magie dans les solutions on va améliorer le rendement d'un réseau d'eau potable, par exemple. En fait, en tant que tel, oui, c'est une bonne idée. C'est juste que il faut calculer à quel point c'est pertinent par rapport au coût et il faut aussi calculer, est-ce que c'est de l'eau qui est réellement perdue lorsqu'il y a une perte dans le sol qui retourne au niveau de là où il y a la nappe finalement? Est-ce que c'est tant intéressant que ça? L'idée aussi, c'est que je pense que c'est des solutions qui semblent blesser personne. Et donc, je crois que ça devient de plus en plus vanté. Et donc, ça va devenir potentiellement de plus en plus acceptable. Merci. C'est mon avis personnel et c'est tout à fait possible de dire autre chose, hein. Ça ne me choquerait pas non plus. Je vois que... ah oui, merci. Risque de sursalinisation. Merci, je ne connaissais pas le terme. Mais donc oui, par rapport au traitement de l'eau de mer. Merci beaucoup, il y a beaucoup de remerciements, ça me fait très plaisir. Alors, il y a Romaric Renella qui dit effectivement, dans certains cas comme les stations
de traitement des eaux usées, rejetant dans des cours d'eau avec des débits d'étiage très faibles. Cette solution est hors de question, car ça serait la mort de la continuité de l'écoulement de ces rivières. Merci, c'est exactement ça. Mais pour les cours d'eau où l'impact serait moindre, est-ce que d'un côté, on ne peut pas considérer les volumes non rendus au cours d'eau comme des volumes non prélevés dans les nappes, par exemple, donc un bénéfice dans un contexte de sobriété de la consommation des ressources saines? Ah, attends, je relis la question une deuxième fois. Est-ce que d'un côté, on ne peut pas considérer les volumes non rendus au cours d'eau comme des volumes non prélevés dans les nappes, par exemple, dans un contexte de sobriété, consommation de ressources saines? J'imagine, par exemple, dans un contexte où il y a un cours d'eau qui a une relation nappe-rivière assez importante, et que donc, quand on tape dans... Enfin, Romaric, je t'invite à compléter ta question si je réponds à côté. Dans un contexte d'un gros cours d'eau qui aurait une bonne relation nappe-rivière et qui aurait un bon débit, vu qu'on prend dans la nappe qui est reliée au cours d'eau, est-ce que finalement ça revient pas un petit peu au même? C'est ça l'idée, j'imagine. Euh, Si jamais je n'ai pas compris la question, je vais essayer de répondre à celle-ci. Si jamais c'était pas tout à fait ça, tu me redis. Bah, ce que je dirais, c'est que dans tous les cas, la question, elle est aussi où est-ce que va être le rejet. C'est-à-dire que, imaginons dans le cadre d'un cours d'eau qui est lié à sa nappe et qu'on prélevait l'eau potable dans la nappe en question, si on la rendait au cours d'eau, ça revenait tout au même système. Et en fait, la nappe aurait entretenu le cours d'eau, inversement. Là, ce qu'on a enlevé à la nappe retombe dans le cours d'eau et continue à l'entretenir, etc. Si jamais, c'est pour ça que je mettais un petit peu le point final sur là où on fait le rejet. Si par exemple c'est pour rejeter ailleurs que là où il y a la nappe ou là où il y a le cours d'eau qui est afférent à la nappe, et ben dans tous les cas on le détourne. Est-ce que c'était un peu ça? Est-ce que j'ai répondu à la question à peu près? Ah oui, en partie, merci. Ah oui, c'est vrai que tu m'avais dit que tu n'avais pas de micro, excuse-moi. Euh, Par exemple, donc, on bénéficie dans un contexte de sobriété de la consommation de la ressource saine. Oui, dans l'idée, ça nous permet d'éviter de prendre de l'eau potable de la nappe phréatique. Je l'entends bien. Et c'est pour ça aussi que, avant tout, la solution avant d'engager des tas de coûts et d'engager finalement, on voit même des coûts surdimensionnés pour quelques projets qui permettent d'économiser assez peu avec l'exemple de Version ici. On peut aussi se dire que mettre en place des solutions de sobriété avant tout, ça peut peut-être être le premier pas vers lequel se tourner. C'est aussi un peu vers ça qu'on s'oriente nous. Qui contrôle les analyses de sortie des steps? Eh ben, je ne sais pas. Je pense que c'est donc le bureau d'études, le bureau de, pardon, le maître d'œuvre qui est en charge de la step, qui doit les envoyer ensuite à des bureaux d'analyse. Quelqu'un a marqué sa thèse, donc j'imagine que c'est le nom de bureau d'analyse en question. Je sais pas Oui, c'est sa exactement. thèse. Effectivement, Merci. c'est sa thèse qui s'occupe de ça. Et la conformité des stations, après, c'est au niveau de l'État, hein. C'est la DDT qui s'en occupe. Qui Merci. analyse. Répondre à la DDT directement, donc c'est bon, je pense qu'elle est tout à fait cohérente. Stockage de l'eau de pluie, dans la plupart des cas, c'est le stockage naturel de l'eau dans les nappes en évitant la descente par tuyau vers les rivières. Exactement, c'est pour ça que ça doit être mis en commun avec un projet de désimperméabilisation. Finalement, c'est le meilleur stockage. Notre région Centre-Val de Loire ne serait-elle pas trop favorisée en abondance d'eau pour conclure à une non-rentabilité? Les autres régions du réseau FNE ont-elles les mêmes conclusions? C'est une excellente question. Je ne sais pas. Et je me suis posé la question, dans les Pyrénées-Orientales notamment, où il y a, ben, on est au courant, il y a eu plusieurs années, pardon, de sécheresse importante où il n'a pas plu, etc., etc. Et je suis allée rencontrer un FNE là-bas par curiosité, et je leur ai justement demandé qu'est-ce qu'ils proposaient dans ce genre de cas très extrême, où je me disais proposer de recréer des zones humides, de reméandrer, etc. Nous, les solutions naturelles qu'on propose, elles sont encore dans un cas où on peut s'adapter au changement climatique malgré tout dans la région. Est-ce que eux, c'est envisageable? Et en tout cas, les personnes que j'ai eues de FNE là-bas m'ont dit qu'ils proposaient qu'ils avaient les mêmes positions que nous. Donc, il faut croire que oui, mais je connais pas exactement les cas particuliers là-bas. Donc, c'est une question à ouvrir au réseau potentiellement. Bonjour et merci pour la présentation. Ce qui est intellectuellement perturbant, c'est que des taux d'Escherichia coli drastiques sont demandés sur les EPT, alors que tout le monde a le droit d'arroser chez soi avec ses eaux pluviales stockées sans aucune vérification de contamination de l'eau. Oui, c'est vrai, mais je sais pas forcément pourquoi, mais c'est parce que aussi, comme on l'a dit, ce qu'on paye, c'est plus les services que en tant que tel l'eau, donc potentiellement aussi que
on estime qu'on doit servir une eau d'une certaine qualité. Il y a certaines normes qui sont appliquées maintenant aussi parce que à une époque, on partait du principe qu'il fallait que l'eau qui était distribuée sous ces formes soit accessible aux plus immunodéficientes des usagers. Et donc, je pense que c'est pour ça et que dans le cadre d'une eau pluviale stockée sur son terrain, par exemple, la personne, elle sait directement et elle prend directement la responsabilité d'utiliser une eau qui risquerait d'être contaminée. Et donc, il n'y a pas de la question de l'assurabilité, quoi. Elle y est plus aussi. En tout cas, merci pour les remerciements. Je suis ravie que ça ait plu, que ça a intéressé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je suis arrivée au bout des questions dans les. Ah, j'en ai une autre. Mais n'hésitez pas à lever la main si jamais. Quid de la réglementation pour les autres usages si elle existe? Exemple, nettoyage de voirie. Alors en fait, la réglementation que j'ai présentée du 14 et du 18 décembre 2023, elle parlait principalement des arrosages des espaces verts, mais il y avait d'autres usages qui étaient un petit peu présentés aussi. J'avoue que je ne me suis pas tout à fait penchée sur les normes précises, donc je ne sais pas, mais dans ces réglementations-là, on peut retrouver un petit peu quelques mises en norme, je ne sais pas exactement, mais c'est une bonne question. J'aurais pu le regarder, c'est juste que je sais que vu que les usages les plus vieux et les plus fréquents actuellement, 80%, c'est l'irrigation ou l'arrosage. C'est pour ça que je me suis concentrée sur cela surtout. Mais je ne sais pas exactement. Pour moi, les colibacilles de type Escherichia coli sont des bactéries fécales certainement absentes dans les eaux de pluie. Très probable. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Normalement, je suis arrivée au bout. N'hésitez pas, sinon bah, je vais conclure. Nettoyage de voirie, faut-il vraiment de l'eau? Bah, ça, c'est une question qui est très intéressante, sachant qu'il y a même des financements, vu que j'oriente aussi un peu sur les économies d'eau là, il y a beaucoup de financements qui existent pour consommer moins d'eau, même par exemple investir dans des lessiveuses de voirie qui soient très 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 faiblement consommatrices en eau. Donc oui, la question, faut-il consommer de l'eau? Faut-il consommer autant? C'est assez intéressant aussi. Bah, je vais conclure. François dit que c'est pour éviter la poussière. Et oui, c'est très probablement. Je vais conclure en vous disant donc que vous pouvez retrouver nos événements sur notre chaîne YouTube et, que vous pouvez aussi nous retrouver à de prochains événements. Notamment, on va animer un webinaire, c'est pas moi ce coup-ci, ce sera ma collègue Daphné, qui parlera de la biodiversité et de la fertilité des sols, qui sont les clés d'un bois énergie durable. Et aussi, on organise tous les ans des séminaires. Pour l'instant, il n'y en a qu'un qui a été fixé. C'est aussi celui de ma collègue Daphné, qui sera sur les pollinisateurs en région Centre-Val de Loire et qui aura lieu, lui, le 25 septembre. Donc, n'hésitez pas à noter la date si le sujet vous intéresse. Et je vais tout simplement vous remercier parce que j'ai fini. Et merci infiniment de votre présence et de votre intérêt pour le sujet.